Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Apparu en 2003, restylé une première fois en 2011, puis une seconde fois en 2017, la V-Strom 650, c'est un peu le trail immortel que l'on a toujours connu, en tout cas pour les gens de mon âge. Déjà 6 ans d'existence sous ce design qui reprenait le style de la V-Strom DL1000 de 2013. Et pour son renouveau entre guillemets en 2021, le lifting a été assez mineur avec en essence une optimisation du moteur pour le rendre compatible avec la norme anti-pollution Euro 5 et rien de plus au final. Alors, est-ce que ce petit changement lui permettra de regagner le top 50 des meilleures ventes de motos en France? Est-ce une moto datée et sans intérêt ou simplement un trail efficace et sous-coté? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cet essai. Pour ceux qui découvriraient mes essais moto pour la première fois, sachez qu'ils sont assez complets et que tous les sujets seront passés en revue. On parlera donc du design, puis de la finition qualité de fabrication. Ensuite, on abordera les caractéristiques techniques et les équipements présents sur cette 650. Puis l'on attaquera l'usage sur route, l'usage en tout terrain, puisque j'ai pu avoir aussi une autre V-Strom 650 à prêter en 2021, qui était alors montée en pneus à crampons Bridgestone AX41. C'est pour cela que vous verrez dans cette vidéo des images d'une version jaune et blanche et de cette version noire et bleue qui est avec moi. Et enfin, on terminera par les chapitres de la consommation, du coût d'entretien, des tarifs, une comparaison avec la concurrence, pour enfin aboutir à la conclusion de cet essai de la V-Strom 650 XT, avec laquelle j'ai pu passer 3 semaines au total, 2 semaines avec la jaune et 1 semaine avec celle-ci. C'est parti! En termes de design, il n'y a absolument aucun changement à signaler sur cette 650 XT millésime 2021. C'est toujours le même design depuis 6 ans avec son style de canard à la bouille ronde, son gros bloc optique à incandescence monobloc. Bon là, d'un point de vue purement personnel, je ne suis pas fan du tout de ce design et je préfère largement le style de la V-Strom 1050 qui propose des lignes néo-rétro bien plus aguicheuses. Et je suis carrément plus fan du style de la toute nouvelle 800 DE qui vient tout juste de sortir, où là je trouve qu'ils sont allés un cran encore plus loin dans le style un peu néo-rétro, en reprenant les lignes du fameux DR800 de l'époque, mais en même temps en le modernisant afin de lui donner des lignes beaucoup plus acérées et plus fines. Le test de la 800 DE sortira d'ailleurs dans quelques semaines sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Enfin bon, après chacun se fera son opinion, mais ce qui est sûr, c'est que l'on sent quand même le poids des années dans son look, et je pense qu'un restylage lui ferait le plus grand bien face à une concurrence on ne peut plus rajeunie et agressive. Donc voilà, lui mettre un petit look de la 800D ou de la 1050 sur la 650, ça serait plutôt stylé. La finition et la qualité de fabrication sont vraiment très correctes. Il n'y a pas forcément des matériaux qui sont extrêmement valorisants, il y a quand même beaucoup de plastique, mais tous les ajustements sont bien faits, les passages de câbles sont propres, les assemblages sont correctement réalisés, il n'y a pas de craquements ou pièces qui bougent lorsqu'on roule. Les soudures sont par contre assez massives et visibles, notamment celle du cadre, il est difficile de les manquer. On voit d'ailleurs bien les zones où Suzuki a retravaillé la moto plus récemment, parce que par exemple le Komodo de gauche il fait beaucoup plus moderne et propre que le Komodo de droite, ça se voit d'ailleurs sur les plastiques des boutons, d'un côté c'est brillant, de l'autre côté c'est mat. Je chipote mais vous savez que j'aime bien les détails, donc je voulais vous signaler cette anecdote. Et au final c'est un peu comme pour le look, on sent un peu le poids de l'âge au niveau de tout ce qui est finition, qualité de fabrication, c'est propre, c'est correct, mais voilà, c'est plus forcément au niveau des standards que ce qu'on va retrouver sur des motos beaucoup plus récentes. Parlons maintenant plus en détail des caractéristiques techniques de cette machine. On va donc retrouver un moteur bicylindre en V à 90 degrés, le fameux moteur bicylindre en V que l'on connaît déjà depuis un bout de temps chez Suzuki. Il fait toujours 645 cm3 de cylindrée et propose désormais une puissance de 71 chevaux à 8800 tours minute et un couple de 62 Nm à 6300 tours minute. Côté transmission, on va retrouver une chaîne et une boîte de vitesse à 6 rapports. Le cadre est toujours le même, à savoir un cadre périmétrique en aluminium. Et pour ce qui est de la partie cycle, on retrouvera à l'avant une fourche télescopique de 43 mm réglable en précharge, avec une jante à rayon tubeless en 19 pouces, aussi bien pour les jantes à rayon de la version XT que pour les jantes à bâton de la version normale. À l'arrière, on retrouvera un mono-amortisseur réglable en précharge qui vient lui aussi de chez Suzuki, avec une jante arrière en 17 pouces et un pneu qui sera en 150/70. L'ensemble vient ainsi proposer un débattement de 150 mm à l'avant et 159 mm à l'arrière. Donc clairement, on va pas se le cacher, on est sur une moto qui est avant tout pensée pour l'usage routier et un petit peu de chemin. Et on verra tout à l'heure dans l'usage route et tout terrain si ça se confirme. Côté freinage, on retrouvera à l'avant un système double disque de 310 mm mordu par des étriers double piston de chez Tokiko. Et à l'arrière, on aura un monodisque de 260 mm de diamètre mordu par un étrier simple piston de chez Nissin. En termes de dimension, la moto est relativement compacte puisqu'elle fait 2,27 m de long sur 83,5 cm de large. Elle ne propose par contre que 17 cm de garde au sol environ, c'est peu et c'est ce qui confirme aussi son appétence plutôt routier et petit chemin que gros tout-terrain.
Et côté hauteur de selle, c'est assez raisonnable puisqu'elle est non ajustable et culmine à 835 mm de haut. Le réservoir, quant à lui, propose une capacité de 20 litres, ce qui est devenu maintenant assez commun. Et cet ensemble porte le poids tout plein fait de la Vestrom 650 XT à 216 kg, soit 3 kg de plus que la version standard qui, quant à elle, a 213 kg tout plein fait. Ce n'est donc pas le trail le plus léger dans la catégorie des 650 cm3, mais ce n'est pas non plus le plus lourd, comme on verra tout à l'heure dans le petit comparatif avec la concurrence. Au niveau de l'équipement présent de série sur cette moto, on va retrouver 4 choses bien spécifiques à la version XT, puis ensuite le reste ce sera commun à la XT et à la version normale. La version XT dispose ainsi de série de pare-mains en plastique, ou plutôt des pare-vents, parce que clairement une fois encore ça bouge pas mal, même si ce sont pas les plus souples, j'en ai déjà vu des beaucoup moins solides chez Triumph ou chez Honda. Enfin bon, vous attendez quand même pas à ce que ce soit ultra robuste et ça risque de casser si vous faites pas mal de tout-terrain, donc n'hésitez pas à les changer par des modèles renforcés si vous roulez beaucoup dans les chemins. Un cache moteur en plastique et non un sabot moteur comme ose le dire Suzuki dans son descriptif. Franchement, c'est tout sauf un sabot moteur, surtout avec cet énorme trou qui est en dessous. Donc n'espérez pas protéger votre moteur avec ce sabot et vraiment, si vous comptez là aussi faire du tout-terrain avec votre machine, mettez un vrai sabot aluminium renforcé puisque le filtre à huile est particulièrement exposé sous la moto. Des jantes à rayons tubeless, donc pas de chambre à air, donc ça c'est vraiment bien pour ce type de moto plutôt axé pour l'usage routier. Et enfin, des coloris et un design graphique bien spécifique que vous ne retrouverez pas sur la version normale. J'ai donc ici en l'occurrence la version noire et bleue avec donc les jantes bleues et le design noir. Et je trouve que c'est le look qui lui va le mieux parce que ça affine la moto et ça la rend un petit peu moins arrondie, ce qui lui donne un look plus agressif et je la trouve plus sympa en tout cas dans ce coloris que dans la version jaune et blanche. Ensuite, pour le reste des équipements communs entre la XT et la 650 normale, on retrouvera une bulle réglable sur 3 niveaux sans outils, mais vous ne pourrez pas juste tirer la bulle, faudra dévisser 4 petits plots et ça vous permettra de générer une variance de hauteur sur environ 3 cm, ce qui n'est pas énorme. Personnellement, je l'ai laissé sur le réglage du milieu parce que je sentais pas trop la différence entre le réglage du bas et le réglage du haut, donc si vous trouvez que la protection au vent n'est pas suffisante, il faudra plutôt envisager d'acheter une bulle touring plus haute directement. L'éclairage est presque toujours totalement à ampoule, on a des ampoules pour le feu de croisement, les clignotants et au final, le seul élément qui sera en LED sera le feu stop arrière. Une prise 12 volts sera également de série sur le côté gauche du tableau de bord afin de pouvoir facilement charger son smartphone ou brancher un gonfleur. Le bouton de warning est bien présent, on a également la possibilité de régler en distance le levier de frein, par contre pas le levier d'embrayage qui est à câble et qui n'a pas de réglage d'ergonomie. Et enfin, on retrouvera un porte-paquet assez large de série, ce qui permettra de pouvoir positionner un sac de sel facilement. Enfin, pour ce qui est de la partie électronique, on aura un tableau de bord un peu à l'ancienne, on va dire, avec un affichage LCD et un compte-tours à aiguille. Et sur cette partie LCD, on va retrouver pas mal d'informations qui seront pilotables grâce au commodo de gauche. Si on appuie vers le haut, on peut comme ça gérer la ligne d'affichage du haut pour afficher le kilométrage total, le trip 1, le trip 2. Et ensuite, si on appuie sur le bouton du bas, là dans ce cas-là, on vient ainsi gérer la ligne d'affichage du bas qui permet comme ça d'afficher la tension de batterie, la consommation moyenne, la consommation instantanée. On a également la température, l'indication du rapport engagé. Bref, au final, il manque rien et il est même plus complet que certains tableaux de bord TFT modernes qu'on peut retrouver sur certaines motos. Je pense par exemple à ma Triumph qui n'a même pas la tension de batterie qui s'affiche. Et enfin, pour ce qui est de la partie des aides à la conduite, on va retrouver un ABS standard, ce ne sera pas un ABS qui fonctionne sur l'angle, et qui est malheureusement absolument pas désactivable. Donc ça c'est dommage, vous pouvez même pas désactiver juste l'arrière pour le tout-terrain, il est constamment allumé. Donc la seule solution, si vous souhaitez retirer l'ABS sur cette 650 pour aller faire du tout-terrain, c'est de retirer le fusible. Donc c'est pas forcément super pratique. Et ensuite, sur tout ce qui est la partie contrôle de traction, là on aura un système réglable sur 3 niveaux. Niveau 2, c'est le plus intrusif, niveau 1, un petit peu moins, et enfin on a un réglage où on le désactive totalement. Niveau rangement, on retrouvera un petit rangement sous la selle qui permettra de mettre un U, la trousse à outils, mais voilà, on mettra pas grand chose de plus sous la moto. Et voilà, on a déjà fait le tour de tout ce qui est la partie équipement, c'est allé assez vite pour une fois, contrairement à d'autres tests où il y a beaucoup de choses à détailler tellement la moto est équipée. Là c'est tout, il n'y a pas énormément de choses de série sur cette moto, il n'y a pas de béquille centrale, il n'y a pas de régulateur de vitesse, il n'y a pas de mode de conduite puisqu'on est sur un accélérateur à câble. Donc clairement, on est sur un trail qui plaira aux personnes qui cherchent une moto simple utilisant de la technologie qui a environ 10 ans. Puisque tout ce qui est traction control et ABS, ce sont des modèles des années 2011-2013. Et je sais qu'il y en a souvent des gens qui se plaignent d'avoir trop d'électronique, trop de technologie dans leur moto. Et bien là, typiquement, avec une 650, vous n'aurez absolument pas ce problème. Abordons maintenant l'usage sur route et ce qui m'a marqué le plus avec cette Vestrom 650, eh bien c'est sa facilité, sa simplicité, sa douceur. Bref, c'est vraiment une machine qui est extrêmement apaisante à conduire. Ça peut peut-être paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment une moto qui est agréable à conduire pour le quotidien, de par la souplesse et la douceur de son moteur, mais aussi de son centre de gravité et de son équilibre général qui est vraiment très bon.
La puissance moteur et le couple sont donc parfaitement gérables, hein. On a une poignée de gaz qui est très douce et progressive. Il n'y a pas d'à-coups, de gros coups de pied à un certain niveau de régime, ce qui en fait une moto très prévisible et qui pardonne beaucoup les erreurs du pilote. La sonorité de l'échappement est d'ailleurs dans le même esprit puisqu'elle est très douce et discrète grâce notamment à ce gros pot d'échappement qui vient bien absorber les bruits. Je sais que certains préfèrent les motos qui dégagent une sonorité moteur assez forte, mais si vous préférez les motos discrètes qui vont pas faire trop de bruit quand vous passez dans les petites rues ou quand vous passez dans des petits chemins de campagne discrètement, eh bien c'est vrai que cette 650 est diablement discrète d'origine. Niveau performance, bien que la machine soit douce et progressive, on a quand même un petit 0 à 100 sympathique grâce à son bicylindre en V. On est donc sur un petit 5 secondes au 0 à 100, ce qui est franchement largement assez pour des gens qui sortiraient par exemple de permis A2 ou qui souhaitent une moto pas trop puissante mais leur permettant quand même de s'extirper de certaines situations dangereuses. J'ai en tout cas beaucoup aimé son agilité et son dynamisme. La moto se guide tout seul et on a vraiment l'impression que c'est un peu un prolongement de soi-même. Pareil au niveau du rayon de braquage, là vous voyez, si je veux faire demi-tour dans cette petite zone, il n'y a pas de problème quoi. Vous voyez, la moto a un excellent rayon de braquage, ce qui fait que on arrive à faire des demi-tours très facilement. Et étonnamment, c'est un trail bien adapté pour la ville quoi. Pareil, l'équilibre vraiment très bon. Le centre de gravité est plutôt bas. Et ça, je pense que c'est dû au bicylindre en V qui est de ce fait positionné bien bas dans la moto. Et ça apporte un petit plus au niveau équilibre de la machine. Les passages de rapport se font également facilement, même si tout de même on sent le passage des rapports qui sont marqués. L'embrayage n'est pas trop fatigant et le système low RPM qui permet toujours d'injecter un petit peu de gaz au début d'accélération pour éviter de caler est efficace et vous évitera la plupart du temps de caler sur les démarrages en ville, même si vous oubliez des fois de repasser en première et que vous démarrez en seconde. Au niveau du freinage, là aussi on est sur quelque chose de doux, progressif, suffisant mais qui n'est pas puissant, c'est-à-dire que vous allez quand même devoir écraser assez fortement le levier pour obtenir une dose de freinage importante tout de suite. On se retrouve donc avec un levier de frein avant qui est facilement dosable mais qui nécessitera un appui quand même assez marqué pour obtenir le maximum du freinage. Là aussi sur ce point, tout dépend ce que vous avez connu auparavant en termes de moto, mais quand on est jeune permis ou que l'on souhaite une moto pas trop brutale pour le quotidien, ça fait largement l'affaire. J'ai trouvé en revanche le frein arrière plus efficace que le frein avant, ce qui permet de ne pas devoir écraser la pédale de frein pour obtenir un freinage sur la roue arrière. D'ailleurs, sur les freinages un peu marqués, puisque la moto a assez peu de débattement au final, 150 mm, c'est certes un inconvénient pour la partie tout-terrain, mais pour l'usage sur route, c'est un avantage puisque ça limite les effets de plongée de la fourche. Et donc, on n'a pas réellement cet effet cheval à bascule que l'on peut avoir sur des trails avec des plus gros débattements. Là, c'est vraiment bien contenu, ce qui facilite une fois encore sa prise en main et la gestion des freinages d'urgence. Côté position de conduite, c'est assez différent de ce que j'ai pu connaître sur d'autres trails. En effet, on a le dos bien droit, les jambes par contre sont assez recroquevillées je trouve par rapport à d'autres machines, et surtout le guidon a une forme très particulière. On est sur un guidon assez arqué, on dirait presque un guidon de custom, sans non plus aller dans cet extrême bien entendu, mais c'est vrai que ce guidon n'est pas super droit comparé à ce qu'on peut retrouver sur la plupart des autres trails. Cela engendre une position de conduite au niveau des bras bien relax, qui permet de braquer facilement et aussi de gérer la moto de manière confortable, mais par contre un revers de la médaille, en tout terrain, ce guidon sera assez désagréable je trouve, de par sa forme qui vous fera rentrer un peu les coudes vers l'intérieur au lieu de les avoir vers l'extérieur. Et pour ce qui est du confort de la selle, là par contre j'ai pas forcément été charmé, je me suis tapé notamment un Paris-Lille pour aller récupérer cette moto chez Suzuki France lorsque j'ai dû aller récupérer le modèle blanc l'année dernière, et j'ai trouvé qu'au bout de globalement 45 minutes, on commençait à avoir mal aux fesses. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire que la première fois qu'on s'assoit dessus, on la trouve assez confortable, un peu type canapé, sauf que vous savez, ça fait un peu comme les canapés dans lesquels on s'enfonce, et résultat au bout de 30-45 minutes, vous êtes plus forcément bien dedans, c'est un peu là cet effet de confort que j'ai ressenti. Donc comme toujours là-dessus, cette perception est assez personnelle, mais si vous trouvez la selle pas suffisamment confortable à votre goût mais que le reste vous plaît, cela reste tout à fait possible d'améliorer cette selle en la transformant en selle confort par le biais d'un sellier. Pareil sur la partie dégagement de chaleur du moteur, j'ai pas trouvé qu'il dégageait beaucoup de chaleur, malgré qu'il soit maintenant passé en norme Euro 5. Donc ça aussi, c'est un point positif quand vous l'utilisez à basse vitesse. Et si vous vous retrouvez à devoir manipuler votre moto à la poussette, là aussi, pour pouvoir la manœuvrer afin de la garer ou de faire un demi-tour avant de repartir, bien qu'elle fasse 216 kg tout plein fait, ça m'a pas non plus choqué puisque j'avais pas de difficulté à la reculer, à l'avancer, grâce à centre de gravité qui est positionné relativement bas. De la même manière, si je devais pousser la moto avec mes pieds, je ne me retrouvais pas à devoir forcer puisque j'avais les pieds bien positionnés à plat au sol.
Et ouais, je leur dis, mais à aucun moment en fait elle ne m'a fait lutter dans ce genre de situation urbaine. Sur départemental, là aussi ce qui m'a le plus plu, eh bien c'est sa souplesse au niveau du moteur qui permettait comme ça de tout faire globalement en 4e ou 5e. Je pouvais rester même en 5e quand j'arrivais à 50 km/h dans les petits villages et reprendre après à 80 lorsque je repassais hors agglomération. Et c'est une moto que j'ai vraiment conduit en mode tranquille. C'est pas un trail pousse au crime hein, comme on peut avoir par exemple avec une KTM 890 que j'ai déjà testé sur la chaîne ou encore des Ducati Multistrada. Là on est vraiment sur une machine en fait qui vous incite à rouler cool, à profiter du couple moteur et à enrouler dans les virages afin de rouler tranquillement, même si on a envie de rouler un petit peu sport on peut, mais clairement ce ne sera pas un trail sportif avec cette cylindrée. J'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir à rouler dans mes petites routes habituelles dans les virages. Et là aussi, comme en ville, à aucun moment elle ne m'a fait peur. Je l'ai toujours trouvé très naturel, très facile à manipuler. Et clairement, si vous cherchez un trail pour vous calmer parce que vous avez tendance à rouler un peu fort, ou à l'inverse, vous cherchez un trail routier vous permettant de rouler confortablement et agréablement, sans avoir tout le temps cette envie d'accélérer à fond sur la poignée de gaz parce que la moto vous cherche un petit peu, bah typiquement, ce bicylindre en V est parfaitement adapté. Le dernier environnement où en fait je l'ai trouvé moins à l'aise de série en tout cas, eh bien c'est sur l'autoroute, puisque c'est vrai que dans ces moments-là, si vous mettez notamment le 6e rapport, bah dès que vous avez besoin de réaccélérer quand vous êtes à 110, 120 ou 130, ça manque un peu de puissance et ça vous obligera à faire tomber 1 ou 2 rapports pour reprendre de l'accélération. De la même manière, au niveau de la protection du vent, la bulle même positionnée au plus haut, eh bien vous avez le flux d'air qui vous arrive pile au milieu de l'écran du casque, en tout cas avec mon 1m83, ce qui génère pas mal de turbulences au niveau de la casquette de mon casque. J'ai quand même le buste bien protégé, les épaules également un petit peu, mais par contre au niveau des jambes, là il n'y a pas spécialement de protection du fait des carénages assez serrés. Et sur la partie confort, je vous en ai déjà parlé juste avant, mais c'est vrai qu'au bout d'une heure, je trouve qu'on a vite mal aux fesses. Donc clairement, si vous avez prévu de faire pas mal d'autoroutes avec cette moto, je vous conseillerais vivement d'investir dans une bulle haute et une selle confort pour la rendre vraiment adaptée à ce genre de situation. Et bien évidemment, il faudra accepter de faire tomber 1 ou 2 rapports quand vous avez besoin de faire une accélération un petit peu rapide pour doubler sur l'autoroute. J'ai été également impressionné par les performances de l'éclairage d'origine alors que pourtant on est sur des ampoules qui ne sont pas à LED, on est sur des ampoules à filament classique. Franchement c'est pas mal du tout, aussi bien sur la partie feu de croisement que feu de route. On a un champ lumineux qui est vraiment large déjà en croisement, qui est plutôt profond et quand on active le feu de route, là on a vraiment une belle profondeur en plus de la largeur. Résultat, il n'y a pas forcément besoin de rajouter des feux additionnels directement parce que c'est la catastrophe. Et on voit donc que ce gros bloc optique a vraiment un intérêt puisqu'il est vraiment optimisé pour créer un champ d'éclairage le plus performant possible. Ça m'a vraiment étonné parce que c'est vrai que depuis quelques années je suis habitué à l'éclairage LED sur les différentes motos que j'ai possédées à titre personnel et il y a quelques années j'avais des éclairages avec des ampoules à filament classique où à chaque fois j'étais pas très satisfait des performances. Là vraiment je trouve que ça rivalise encore avec certains éclairages LED que l'on peut retrouver de série sur de nombreux trails récents. Concernant l'usage en duo, vous le savez, je ne fais pas spécialement de duo, donc c'est très difficile de pouvoir demander l'avis de quelqu'un à l'arrière. Mais voilà, j'essaye toujours de faire ma petite vidéo où j'additionne 2 fois moi-même, avec moi sur le siège conducteur, puis moi sur le siège passager. Et de ce que je peux dire en termes de ressenti, c'est que j'ai trouvé la selle pas forcément hyper profonde pour le passager, notamment si vous avez un top case, parce que comme vous pouvez le voir, lorsque je suis assis, avec le blouson de moto, etc., ça fait que je déborde un petit peu sur le porte-paquet. Donc si vous ajoutez un top case, faites attention qu'il ne soit pas trop vers l'avant, sinon la personne qui sera derrière vous sur le siège passager risque de ne pas avoir beaucoup de place et devra sûrement se coller pas mal à vous pour avoir une place suffisamment confortable. Sinon côté ergonomie et confort, le passager est bien servi, il a des grosses poignées en plastique sur les côtés, une selle qui est bien confortable et moelleuse, les repose-pieds sont en caoutchouc, ils ne sont pas trop espacés, ce qui fait qu'on a une position assise qui est agréable et on n'est pas complètement biscornu à l'arrière de la moto. Bon par contre, niveau performance, si vous êtes en duo chargé, je pense pas que ce soit forcément la moto la plus adaptée, mais si vous savez vous en accommoder ou que entre guillemets vous avez besoin qu'une fois de temps en temps de faire du duo, il faudra cravacher un peu plus le bicylindre en V, mais il devrait quand même faire l'affaire. En revanche, si vous faites tout le temps du duo bien chargé, pensez peut-être à passer sur des modèles avec plus de cylindrée, comme par exemple la V-Strom 800DE ou carrément la 1050, qui sera pour moi je pense le trail le plus adapté pour faire du duo chez Suzuki. Parlons maintenant de l'usage en tout-terrain, puisque vous le savez, j'en ai fait du tout-terrain avec cette moto, j'ai eu la chance de pouvoir en faire, puisque j'avais des Bridgestone AX41 sur la version blanche que j'ai eu à prêter l'an dernier. J'ai pu faire notamment une bonne grosse sortie tout-terrain avec les potes, donc c'était vraiment cool. On a fait un peu de tout, du chemin de tracteur, du gras, on a eu des chemins en forêt avec du dénivelé. Bref, un petit cocktail assez sympa qui m'a permis de vite voir en fait que la moto a très vite ses limites en tout-terrain.
Ce qui fait que pour résumer simplement, tant que vous faites du petit chemin tranquille ou vous roulez à la cool, ça passe largement, il n'y a aucun problème. Le V-Strom fait parfaitement le travail, même si la position debout n'est pas forcément idéale à cause de ce guidon très cintré ou encore à cause des repose-pieds sur lesquels on ne peut pas retirer les caoutchoucs. Donc résultat, si vous commencez à avoir un peu de boue sur les pieds, ça glisse. Mais par contre, si vous commencez à attaquer des trucs un peu plus costauds, genre vous commencez à rouler un peu vite dans les chemins, il y a des trous, ou vous voulez faire un petit peu de descente avec du relief, résultat, il faut un peu de garde au sol. Et bien dans ces moments-là, on atteint clairement les limites de la V-Strom à cause notamment de sa suspension qui n'a pas assez de débattement et qui n'est pas extrêmement évoluée en termes d'hydraulique. Donc résultat, elle a tendance à talonner assez vite quand vous roulez à partir de 50-70 km/h et qu'il y a des trous ou des bosses dans les chemins. Et aussi cette fameuse garde au sol qui n'est que de 17 cm et qui a tendance à vous pénaliser assez rapidement. Des endroits avec des racines, des gros cailloux et tout, vous pouvez très vite taper en dessous. Donc je vous le redis, mais vraiment n'hésitez pas à équiper cette moto d'un gros sabot moteur, de crash bar et de pare-main pour pouvoir rouler sereinement en tout terrain. Comme ça, même si vous vous retrouvez à frotter parce que vous n'avez pas assez de garde au sol ou vous roulez un petit peu trop vite, ça risque pas de casser quoi que ce soit sur la moto. Dernier point que je n'ai pas aimé en tout terrain, c'est le fait qu'on ne peut pas désactiver l'ABS. Résultat, vous ne pouvez pas déraper de l'arrière, c'est un peu dommage, notamment sur les gros freinages. Vous avez à chaque fois l'ABS qui se déclenche. Donc une fois encore, je pense que cette 650, elle est pensée avant tout pour faire du petit chemin tranquille. C'est pas fait pour faire du tout-terrain un peu trash. Et si vous êtes plutôt amateur pour faire ce genre de choses, je vous conseillerais vraiment d'envisager plutôt la nouvelle V-Strom 800 DE. Donc ça, c'était les choses que je n'avais pas aimé pour le tout-terrain. Par contre, ce que j'ai vraiment adoré une fois encore, c'est la douceur et la souplesse de ce bicylindre en V qui est extrêmement agréable. Il a du couple, il a de la reprise. Résultat, il tracte bien même dans les montées. On arrive à évoluer sur un filet de gaz quand on est dans la boue, donc ça permet comme ça de pas trop glisser ou de se retrouver à creuser dans la terre. Et l'équilibre général de la machine est vraiment bon, ce qui permet d'évoluer à petite vitesse dans des sections un peu techniques sans vraiment grosse difficulté, bien évidemment une fois que vous commencez à avoir un peu d'expérience en tout terrain. Et l'autre petit détail que j'ai trouvé cool, c'est que si vous roulez avec le traction control désactivé, il reste désactivé au redémarrage. Donc ça, c'est quand même pratique, à défaut de ne pas pouvoir désactiver l'ABS. Enfin, j'ai testé également le fait de poser la moto à terre et de la relever pour voir un petit peu si elle était assez lourde à relever ou non. Et franchement, ça va, elle est pas trop dure à relever même si elle fait 216 kg. Une fois encore, je pense que le fait que le poids soit placé relativement bas sur la machine, ça permet de faciliter le relevage de la moto lorsqu'elle est tombée en tout terrain. Donc vraiment sur cette partie off-road, on sent que c'est une machine qui a du potentiel si on commence à l'améliorer avec par exemple les différentes protections dont je vous ai parlé, peut-être en passant sur une roue de 21 pouces, en augmentant le débattement, afin d'avoir également un peu plus de garde au sol. Sauf qu'en fait, si vous faites tout ça, ça va vous coûter des milliers d'euros et ça vous coûtera de ce fait plus cher que d'acheter le V-Strom 800 DE directement qui a tous ses avantages. Donc voilà, je leur dis une fois encore, si vous avez envie de faire vraiment du tout-terrain de manière un petit peu plus sérieuse, envisagez plutôt la 800 DE plutôt que cette 650 qui reste avant tout pensée pour l'usage routier. Même dans cette version XT, le XT c'est vraiment plutôt pour le style adventure plutôt que pour l'efficacité adventure. Au niveau du chapitre de la consommation et des coûts d'entretien, il faut savoir que Suzuki annonce une consommation moyenne de 4 litres d'eau au 100 sur cette V-Strom 650, ce qui ferait en théorie une autonomie de 476 km. De mon côté, je n'ai jamais su atteindre ce 4 litres d'eau, j'ai fait majoritairement de la petite route mais aussi de l'autoroute, ce qui fait qu'en moyenne j'étais plutôt dans les 4 litres 9, 5 litres, ce qui reste raisonnable et ça m'a permis de faire globalement entre 380 et 400 km avec un plein de 20 litres. Donc elle est plutôt économe et ça vous permettra de ne pas passer trop souvent à la pompe. Au niveau des fréquences de révision, les révisions se font désormais tous les 12 000 km sur ces versions Euro 5 et non plus tous les 6 000 km comme c'était le cas sur les anciens modèles. Donc ça, c'est toujours ça de prix. Donc sur les prix que je vous annonce, c'est ceux que j'ai relevés à la concession Suzuki de Valenciennes puisqu'ils n'ont pas de grille de tarifs spécifique pour toute la France. C'est vraiment variable en fait selon chaque concessionnaire. Mais au moins comme ça vous permet de vous donner un petit ordre d'idée sur combien ça vous coûterait pour faire les révisions de cette machine. Et pour ce qui est de la durée de garantie, elle n'est garantie que 2 ans, kilométrage illimité. Et là-dessus, je trouve que c'est un peu dommage qu'elle ne soit garantie que 2 ans, puisqu'on sait que les Suzuki V-Strom 650, elles sont fiables. Il y a plein de gens qui en ont et qui les cassent pas spécialement. Donc ils auraient très bien pu la garantir 5 ans pour pouvoir s'aligner avec la concurrence comme chez Honda, qui propose 5 ans de garantie en France sur les CB500X, qui sont selon moi l'une de ses concurrentes. Sinon, pour ce qui est des coloris et prix de cette 650, 3 coloris sont proposés sur la version 650 normale, bleu, blanc et gris, au prix de 8 999 €. Et la 650 XT est quant à elle proposée avec 3 autres coloris et designs spécifiques, jaune, noir et gris, pour un prix de 9 599 €. Ensuite, au niveau des options et accessoires disponibles, on a plutôt des packs avec le pack Adventure à 1 800 € qui propose le top case et des valises en plastique,
et le pack World Traveler à 2400 €, qui là vient proposer le top case 38 litres et les valises aluminium 37 litres qui viennent de chez SW Motech. On va pas se le cacher en termes de design, c'est sûr que ce sont des Trax ADV qui ont été rebadgés Suzuki, donc c'est du bon matériel, mais c'est vrai que ça fait quand même assez cher le pack pour juste avoir l'écriture Suzuki au lieu de SW Motech. Après, c'est à vous de voir, parce que comme d'habitude, il y a toujours moyen de négocier les prix en concession, donc si vous arrivez à avoir un tarif intéressant, pourquoi pas. Enfin, dernier point que je voulais partager avec vous avant de conclure, c'est de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la concurrence et comment se positionne cette 650 XT face à des modèles un petit peu similaires en termes de tarifs et de dimension de roue. Mon parti pris a donc été dans un premier temps de n'intégrer que des motos à moins de 10 000 € et dotées de roues en 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Je n'ai par conséquent pas intégré des machines avec des roues de 21 pouces comme la Ténéré 700 par exemple, que je ne considère pas comme une concurrente de la Vestrom 650. En revanche, comme c'est un trail plutôt typé routier, j'ai aussi intégré les trails assez routiers des marques concurrentes comme la Versys 650, la Tracer 7 ou encore la Triumph Tiger Sport qui sont toutes les trois à moins de 10 000 €. Après, bien évidemment, ce tableau, c'est qu'un comparatif purement technique. Ça ne prend pas en compte les qualités routières, les performances et le comportement global des machines. Donc, je le répète à chaque fois, mais allez essayer la machine. Ne vous basez pas juste sur des fiches techniques et sur ce que je raconte. Faites les tests des motos pour vraiment avoir le cœur net sur ce qui vous plaît et ne vous plaît pas. Mais en tout cas, si on veut une première vue globale du marché et des concurrents, eh bien, on se rend compte que la Vestrom 650 normale, pas la XT, occupe un rapport performance-équipement-prix vraiment intéressant avec ses 9 000 €, puisqu'en fait, pour moins de 9 000 €, on a d'autres motos, mais qui sont à chaque fois moins performantes, avec moins de puissance et moins de couple moteur. Elles sont en plus généralement plus lourdes que la Vestrom, à l'exception bien évidemment de la CB500X qui est plus légère et qui est la seule à proposer une garantie de 5 ans. Donc en effet, on peut trouver moins cher, mais ce sera moins performant et souvent moins bien équipé que la Vestrom 650. Si par contre l'aspect polyvalence pour vous permettre de faire un peu de chemin de temps en temps tranquillement ne vous intéresse pas trop, il y a aussi les trails purement routiers comme la Versys, la Tracer ou la Tiger Sport qui là par contre sont plutôt compris entre 9 000 et 10 000 € et offriront plus de performance moteur, notamment pour la Tracer 7 et la Tiger 660. Donc c'est à tester par vous-même pour voir laquelle pourrait vous plaire le plus, mais c'est vrai que cette Vestrom 650 en version normale est bien sympa en rapport qualité-prix, ce qui est plus forcément le cas je trouve de la version 650 XT qui du haut de ses 9 600 €, eh bien se retrouve en concurrence beaucoup plus frontale avec la Tiger Sport 660, voire carrément si on étend ce comparo à des motos de plus de 10 000 € et qui sont on va dire plutôt dans les tendances polyvalence route chemin mais très typé routier, alors dans ce cas-là elle se rapproche très fortement d'une BMW F750 GS entrée de gamme sans option qui globalement est assez similaire en équipement qu'une 650 XT, qui est positionnée à 10 990 € et qui offrira encore plus de performance en termes de couple moteur et de puissance puisque je l'ai déjà testé sur la chaîne. Et plus intéressant encore pour nous, mais pas forcément pour Suzuki, c'est qu'elle se trouve seulement à 1 000 € de la nouvelle Honda XL750 Transalp qui elle offre des performances moteurs bien au-dessus de la 650 XT puisqu'elle est toute neuve et c'est un tout nouveau moteur. Elle sera par contre en roue de 21 pouces avec des chambres à air contrairement à la 650 XT qui sera en tubeless, mais elle sera plus légère avec une meilleure garde au sol, par contre elle sera un peu plus haute en hauteur de selle, donc pour les plus petits ce sera peut-être un peu moins pratique. Et enfin en termes de concurrence interne, eh bien elle se positionne là à seulement 1 900 € de la Vestrom 800DE qui sera une moto bien plus tournée pour l'usage polyvalence 50% route, 50% chemin. Donc clairement vous avez un choix absolument énorme en termes de trail de moyenne cylindrée. Je pense qu'on a rarement eu une période aussi faste en termes de choix de modèle et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. En conclusion, oui, on peut le dire, la Vestrom 650 XT est un trail de moyenne cylindrée sous-coté. Malgré les 18 ans de son châssis et les 4 ans de son look, ça reste un trail qui est brave, facile et homogène. Donc je le redis, mais dans son rôle de trail de moyenne cylindrée simple, efficace, accessible, aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la conduite, eh bien elle fait vraiment bien le boulot, sans grosses fausses notes, mais je pense qu'il lui manque un petit quelque chose pour lui donner plus d'âme, plus de personnalité face à d'autres trails plus récents et plus punchy afin de conquérir un plus large public. Son physique rondouillé cache donc bien son jeu et c'est une moto qui sera à mon sens vraiment bien pour les jeunes permis ou les motards qui veulent un trail principalement routier avec route 19 pouces pour pouvoir s'aventurer dans quelques chemins de temps à autre et qui en même temps ne soit pas trop puissant, simple en termes d'équipement, le tout à un tarif qui n'a pas de réel égal dans la concurrence, en tout cas je trouve par rapport à ce qu'on a pu voir dans le tableau juste avant. Il y a du mieux et du moins bien chez la concurrence, aussi bien en termes de puissance que d'équipement ou de prix, mais voilà, là, ce petit cocktail assez unique qu'on retrouve pas forcément chez les autres. Je ne sais franchement pas si elle retrouvera le top 50 des ventes de motos en France sous cette forme, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fera encore son petit bout de chemin et continuera à être appréciée par ceux qui la connaissent.
Voilà, et bien c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur cet essai de la V-Strom 650 en version normale et XT. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo avec le bouton que je vous mets juste ici. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois afin de me permettre à continuer de travailler tous ces essais détaillés de motos mais aussi de matériel, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre que je vous mets juste en dessous. Ça m'aide énormément et ça vous permet en plus d'accéder à plein de petits contenus additionnels et spécifiques super sympas. Je vous laisse découvrir en cliquant dessus. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!